Siamo a 60 anni dalla... 60 ans ont passé depuis l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et nous devons encore regarder des émissions télévisées dans lesquelles on répète inlassablement que c'est Oswald qui a tué Kennedy et que les théories du complot existent, oui, mais qu'elles n'ont jamais été prouvées. C'est révoltant. Il est révoltant de voir comment, après tout ce qui a été révélé sur l'assassinat de Kennedy au cours des 20 dernières années, nous continuons à prétendre que les preuves n'existent pas et à raconter aux gens le conte de fées du tueur solitaire. Pour vous donner des exemples, j'ai pris au hasard 2 émissions récemment diffusées sur les chaînes nationales. La seconde a même été corroborée par un historien important comme Alessandro Barbero, qui a calmement approuvé la thèse officielle en disant qu'il n'y avait pas de preuve de la conspiration. Des choses que l'on attendrait d'un débunker ordinaire, mais pas d'un historien comme Barbero. La première émission que je souhaite rapporter ici a été diffusée il y a quelques jours et était animée par Stefano Olla. Malheureusement, Olla a eu recours à l'astuce la plus ancienne et la plus éprouvée des débunkers, celle des fausses prémices. En quoi consiste cette astuce? Elle consiste à mettre dans la bouche du conspirationniste une thèse très légère, puis à la démonter avec une grande facilité et à donner l'impression que le complot n'existe pas. Pour ce faire, Olla a choisi le thème bien connu des 3 coups en 8 secondes. Grâce au film de Zapruder, nous savons qu'Oswald a tiré 3 coups en 8 secondes. D'après beaucoup de ceux qui se sont occupés de l'assassinat de John Kennedy, il est impossible avec un fusil Carcano 938 comme celui qu'avait Oswald de tirer 3 coups en 8 secondes. Il devait donc y avoir un autre tueur à Dallas. Ici, au pôle armes de Terni, nous allons faire un essai avec un Carcano comme celui d'Oswald. Vous pouvez tirer. Comme démontré dans le pôle de Terni, il est possible de tirer 3 coups en moins de 8 secondes. Donc, Oswald peut avoir tiré 3 coups, comme dans le film de Zapruder. Vous voyez la rapidité avec laquelle les thèses conspirationnistes sont démontées? On part d'une fausse prémisse, Oswald n'aurait pas pu tirer en 8 secondes, on montre que c'est possible, et l'affaire est résolue. Les gens tombent dans le panneau, ils se disent « Voilà, vous voyez comment la théorie du complot tient la route? Maintenant, je peux dormir tranquille. » Mission accomplie, cher Olla. Merci beaucoup. Mais le problème, ce n'est pas les 3 coups de feu en 8 secondes. C'est où on finit ces 3 coups de feu. C'est là le vrai problème de la version officielle. Même sans tenir compte de tous les autres projectiles pour lesquels il existe des preuves, même en ne tenant compte que de ces 3 projectiles, la version officielle ne tient toujours pas la route. Car tout le monde sait que la deuxième balle, la fameuse balle magique, est celle qui serait entrée par l'arrière de la tête de Kennedy, serait ressortie par sa gorge, serait entrée par le dos de Connolly, qui était assis devant lui, serait ressortie par la poitrine de Connolly en lui cassant une côte, puis serait entrée par son poignet en lui cassant d'autres os, serait sortie par son poignet et se serait logée dans sa cuisse pour finir pratiquement intact. On ne l'appelle pas la balle magique pour rien, n'est-ce pas? Et tout le monde sait aussi que le 3e projectile aurait été la balle fatale, celle qui a frappé Kennedy à la tête. Mais le premier projectile, où est-il passé? Comment se fait-il que personne n'en parle? Selon la version officielle, le premier projectile tiré par Oswald a non seulement manqué sa cible, c'est-à-dire Kennedy, mais a même manqué complètement la limousine, percutant un trottoir de l'autre côté de la place. C'est cette balle qui démolit à elle seule la version officielle. C'est pourquoi personne n'en parle jamais. Pour bien expliquer la chose, je vais vous montrer à nouveau une partie d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques années, intitulée « Polidoro et l'affaire Kennedy ». Mais le vrai problème de l'affaire Kennedy, ce n'est pas la deuxième balle, la fameuse balle magique, c'est la première, celle qui a manqué sa cible. Et Polidoro le sait très bien qu'il y a une première balle qui a manqué sa cible, car il la cite en passant alors qu'il parle de la deuxième balle. Écoutez le clip. Infine la questione chiave. Poteva, come sostenne la commissione Warren, un solo proiettile, il secondo, visto che il primo colpì un passante e fu ritrovato sul marciapiedi? Alors tout d'abord, il n'est pas vrai que la première balle a touché un passant et a été retrouvée sur le trottoir. Sinon, nous saurions de quelle balle il s'agit et nous pourrions déterminer de quel fusil elle a été tirée. Au contraire, le premier projectile n'a jamais été retrouvé et n'a pas du tout touché un passant, mais a percuté le bord d'un trottoir.
C'est un éclat de béton du trottoir qui a égratigné le visage de ce passant, qui s'appelait James Tague. Voici où se trouvait James Tague au moment de l'attentat. Vous pouvez le voir sur cette photo prise immédiatement après la fusillade. Tague se tenait sous le triple pont ferroviaire à l'entrée du passage souterrain, de l'autre côté de la place. Tague lui-même raconte ce qui lui est arrivé lors de cette interview. Slip there on the curb, there was a very visible mark on the curb where a bullet had struck. Either a fragment of the bullet or a piece of the concrete had flew up and scratched my face. Voici le Dealey Plaza vu d'en haut. Ceci est le Book Depository. Et voici la fenêtre du 6e étage d'où les coups de feu auraient été tirés. Le fameux nid du tireur d'élite, comme l'appelle Polidoro. Et voici le triple passage souterrain sous la voie ferrée. James Tague se trouvait ici entre le 2e et le 3e passage. Or, voilà le problème. Au moment du premier coup de feu, la voiture de Kennedy se trouve plus ou moins à cet endroit, devant le dépôt de livres, sous les fenêtres d'Oswald. Cela signifie que, pour tirer sur lui, Oswald aurait dû viser vers le bas, depuis sa fenêtre du 6e étage. Voici la vue depuis la fenêtre d'Oswald. La limousine de Kennedy, au moment du premier coup de feu, se trouve ici, avant les arbres, tandis que James Tague se tient là, dans le passage souterrain. Comment quelqu'un qui tire pratiquement sous sa fenêtre peut-il toucher un passant qui se trouve de l'autre côté de la place? Il faut être ivre pour viser si mal que l'on rate non seulement Kennedy, mais aussi toute la limousine, n'est-ce pas? Impossible, direz-vous. Mais attention, rien n'est impossible pour les debunkers. Qu'est-ce que nos amis avancent? Ils disent qu'Oswald a bien tiré vers le bas, mais que la balle a touché une branche d'arbre et a été déviée pour atteindre le passage souterrain. Outre le fait que seul un idiot attendrait pour tirer que Kennedy soit caché par l'arbre. Soit on tire d'abord quand on peut encore le voir, soit on attend qu'il soit passé sous l'arbre quand on peut le voir à nouveau. Mais quel est l'imbécile qui tire juste au moment où la cible est cachée par l'arbre? Mais il y a un deuxième problème. J'ai interrogé plusieurs experts en balistique et ils m'ont confirmé qu'il est pratiquement impossible qu'une balle se déplaçant à 600 mètres par seconde, donc avec une énorme énergie cinétique, soit déviée par une simple brindille. Au mieux, on casse la branche, ou bien la balle s'y coince, mais qu'elle soit déviée et conserve suffisamment d'énergie pour percer le béton du trottoir, c'est pratiquement impossible. Et même si c'était possible, il y a encore un autre problème qui n'est toujours pas résolu à ce jour. En effet, d'après le témoignage de Tague, le FBI a retiré le morceau de trottoir et l'a fait analyser. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Que sur ce bout de trottoir, il y avait des traces de plomb et d'antimoine, mais aucune trace de cuivre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la balle qui a touché le trottoir ne provenait pas du Mannlicher Carcano d'Oswald. Car les balles du Carcano ont une chemise en cuivre. Vu que la balle qui a touché le trottoir était une balle sans chemise, c'est-à-dire différente de celle tirée par le Carcano, moi-même, lorsque j'étais sur le forum de Ferrero et Verdegiglio, je leur ai posé la question. Est-il possible qu'une balle qui part chemisée perde sa chemise en chemin après avoir été déviée par une branche d'arbre? La réponse est évidemment non. Comme je l'ai dit, par acquis de conscience, j'ai demandé l'avis de quelques experts en balistique au cas où. Voici ce que m'a répondu Francesco Zanardi, instructeur de tir de la police d'État. Même si nous admettons qu'il y a eu une déviation de la trajectoire, il est certainement impossible qu'en heurtant une branche, la balle perde son enveloppe ou une partie de celle-ci. Alors nous avons devant nous la preuve de la conspiration. Même si nous admettons que la balle a été déviée par une branche, ce qui est en soi hautement improbable, nous avons toujours une balle non chemisée, qui ne peut donc pas provenir du fusil d'Oswald. Il s'agit d'une balle différente, tirée par un fusil différent. Voilà pourquoi la première balle est si importante. Et voilà pourquoi tous les debunkers font comme si de rien n'était, et déplacent votre attention sur la deuxième balle, la fameuse balle magique. Car ils savent très bien que de la discussion sur la balle magique, il ne sortira aucune vérité définitive. Alors que s'ils devaient affronter le premier projectile, toute leur fable d'Oswald, assassin solitaire,
s'écroule en moins d'une seconde. Polidoro, je te pose à nouveau publiquement la question que j'ai posée à tes amis Ferrero et Verdegiglio, voilà plusieurs années. Comment la première balle a-t-elle pu provenir du fusil d'Oswald, étant donné que A, elle aurait dû suivre une trajectoire pratiquement impossible, et B, il s'agissait d'une balle chemisée. Une autre émission sur Kennedy qui m'a profondément déçu est celle réalisée par Barbero sur la Rai il y a quelques mois. Je considère Barbero comme un historien de premier ordre. C'est pourquoi j'ai été déçu. Parce qu'il parle de l'affaire Kennedy sans manifestement y connaître quoi que ce soit. Écoutez ce que Barbero a réussi à dire sur le fameux film Zapruder. Ecco, l'assassino di Kennedy è diverso intanto perché è stato filmato, in diretta, da un cinematore, e trasmesso subito dopo in televisione. Ecco, uno che dica che il film... Quelqu'un qui dit que le film de Zapruder a été diffusé immédiatement après à la télévision n'a manifestement pas étudié l'affaire Kennedy, même de loin. Tout le monde sait, tous ceux qui s'en sont occupés du moins, qu'il a fallu plus de 10 ans pour que ce film arrive enfin à la télévision. Et il n'y est parvenu qu'après d'incroyables péripéties, impliquant d'abord le procureur Jim Garrison, celui du film JFK d'Oliver Stone, puis le chercheur Robert Groden, qui a réussi à obtenir une copie pirate et l'a portée à la télévision en 1975. 12 ans après l'attentat donc, plutôt que juste après. Et pourtant, malgré son ignorance flagrante de l'affaire Kennedy, Barbero juge qu'il n'y a pas eu de complot. Il le sait. Écoutez-le. C'è anche un altro motivo però, per cui l'assassinio di Kennedy a Dallas potrebbe rivelarsi un avvenimento storico di grande interesse e grande complessità. Se cioè si scoprisse che davvero, come molti credono, dietro al suo omicidio c'è stata una congiura. La CIA, la mafia, i sovietici. Se mai si scoprisse questo, allora di colpo l'avvenimento diventerebbe molto più interessante. Però pare che non sia così, a dir la verità. Ce n'est pas le cas, à dire la vérité. Parce que lui, la vérité, il la connaît bien sûr. Cher Barbero, je viens de vous montrer la preuve irréfutable du complot. La première balle. Et si cela ne suffit pas, je pourrais vous enterrer sous d'autres preuves. Il y a la fameuse photo d'Algens, qui montre un impact de balle dans le pare-brise de la limousine, prouvant ainsi la présence d'un autre tireur de face. Il y a aussi le témoignage du garagiste à la limousine, qui confirme avoir vu ce trou dans le pare-brise avant qu'il ne soit remplacé à la hâte par des hommes des services secrets. Puis il y a une autre balle, retrouvée dans la pelouse, qui a été ramassée et faite disparaître par un agent du FBI, et dont on n'a jamais plus entendu parler. Ensuite, pour revenir au fameux impact à la tête, il y a les témoignages de 14 personnes, médecins et ambulanciers, qui ont vu un trou de la taille d'un citron à l'arrière de la tête de Kennedy. Un morceau du crâne manquait, une partie du cerveau était sortie de ce trou. Cela prouve que le coup fatal est venu de face, et non de derrière, et que, par conséquent, la photographie officielle de l'autopsie a été trafiquée pour masquer ce trou. Pour confirmer cela, un fragment de crâne a également été retrouvé sur la pelouse, appelé fragment Harper, qui est compatible avec l'arrière d'un crâne humain. William Harper, qui à l'époque était étudiant, trouva un fragment d'os sur la pelouse derrière l'endroit où Kennedy avait été frappé. It turned out to be a piece of human bone, approximately 2 3/4 to 3 inches in its longest side. A pathologist that identified it as being a piece of the rear portion of the skull. Et poi c'è la testimonianza. Ensuite, il y a le témoignage de l'agent Hargis qui était sur la moto derrière Kennedy et qui a été littéralement aspergé par de la matière cérébrale sortie du crâne de Kennedy.
Bill Hargis est l'agent en moto qui suivait de près la limousine présidentielle. It just seemed like it exploded. It was like a big cloud of brains and blood and bone and stuff that I ran through. And I never knew anything about it until Buck Brewer, one of my old partners, said, there's something on your lip. And he pulled a piece of President's brain and his skull bone off of my lip, top lip. Come vede, caro Barbero, Comme vous le voyez, cher Barbero, je pourrais vous ensevelir de preuves en faveur du complot si je le voulais. Mais je n'ai pas l'intention de vous faire la leçon, puisque vous ne savez pratiquement rien de l'affaire Kennedy. Il y a cependant une chose qui m'est insupportable. C'est que Barbero, alors qu'il ne connaît rien à l'affaire en question, utilise pour toutes les conspirations le même argument ridicule que les débunkers du monde entier utilisent. S'il y avait vraiment eu un complot de cette dimension, comment fait-on pour faire taire tout le monde? Quelqu'un aurait parlé tôt ou tard, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu 1000 fois cette histoire. Le voilà notre Barbero, qui s'abaisse lui aussi au niveau d'un débunker quelconque. Il parlait ici du 11 septembre, puis a élargi le discours aux conspirations en général. Però la cosa a cui bisogna riflettere è: ma per creare questa cosa e tenerla segreta, come fai? Quanta gente devi coinvolgere nel complotto? E come fai a essere sicuro che nessuno di quelli coinvolti tirerà fuori questa cosa? e lei, Barbero, come fa? Et vous, Barbero, comment pouvez-vous être sûr qu'aucune des personnes impliquées n'en a parlé, puisque vous n'êtes pas du tout informé des faits? Par exemple, pour l'affaire Kennedy, il y a au moins 4 témoins qui ont parlé, et ils ont tous admis leur participation à l'assassinat. 4, Barbero, pas 1. Nous avons Howard Hunt, l'homme de la CIA, qui, sur son lit de mort, a laissé un témoignage enregistré à son fils, racontant le complot dans les moindres détails. Nous avons Chauncey Holt, l'imprimeur de la mafia, qui a préparé les faux documents d'Oswald et qui était présent à Dealey Plaza le jour de l'attentat. Avant de mourir, Chauncey Holt a également écrit un livre intitulé Autobiography of a Rogue, autobiographie d'une canaille, dans lequel il raconte en détail la préparation et l'exécution de l'attentat, ainsi que toutes les connexions en coulisses entre la CIA et la mafia. Ensuite, nous avons Tosh Plumlee, le pilote de la CIA qui a amené à Dallas les mafieux qui allaient abattre Kennedy. Puis nous avons la confession de James Files, l'homme qui a tiré le coup de feu fatal sur la tombe de Kennedy depuis la butte herbeuse. Nous avons aussi le récit de Madeleine Brown, la maîtresse de Johnson, qui révèle comment Johnson était au courant la veille. Les témoins du manoir Murchison à Dallas racontent une réunion secrète entre Johnson, Nixon, George Bush et le chef du FBI, Hoover, la nuit précédant l'attentat. Et puis récemment publié, il y a aussi le livre d'un agent des services secrets, Paul Landis, qui a trouvé une balle pratiquement intacte sur le dossier de la limousine de Kennedy, derrière sa tête, balayant d'un coup d'un seul la fameuse théorie des 3 balles. Pour mieux comprendre tous ces témoignages, réécoutons un autre extrait de la vidéo que j'ai réalisée il y a 3 ans sur Polydoro. Au fur et à mesure que les protagonistes disparaissent, nous avons les témoignages sur leur lit de mort des personnages impliqués qui viennent ajouter de nouveaux éléments à un cadre toujours plus complexe, mais aussi plus logique et compréhensible. C'est le cas par exemple d'Howard Hunt, un agent de la CIA déjà connu et impliqué dans l'affaire du Watergate, qui apparaît souvent dans l'affaire Kennedy. Avant de mourir, Hunt a donné à son fils une confession enregistrée dans laquelle il liste les différents protagonistes du complot qui mena à l'assassinat de Kennedy. Sturridge and Morales stayed in apartment houses during the preparations for the big event. Une autre confession importante, faite peu avant de mourir, est celle de Chauncey Holt, un typographe et expert en armes au service du boss de la mafia, Meyer Lansky. Chauncey Holt est l'un des fameux 3 vagabonds arrêtés à Dallas après l'homicide et relâchés immédiatement. Dans sa longue confession, Holt a raconté avoir préparé pour la CIA les faux papiers d'identité utilisés par Lee Harvey Oswald. We did identity documents in the name of Lee Harvey Oswald
Lee Henry Oswald, Leon Osborne, and Alex Heidel. Fra l'altro, D'ailleurs, Holt a aussi confirmé dans son récit la présence de Chuck Nicoletti à Dallas, vu qu'ils y sont allés ensemble en voiture. And we were told that we had to be in Dallas on the night of November 21st. And Charlie Nicoletti and Leo Masuri indicated that they wanted to make the drive with us, and we would all alternate in the driving so we could drive straight through. We didn't arrive in Dallas until early the following morning, on the morning of the 22nd. riguardo invece alla presenza... Par contre, concernant la présence de Rosselli à Dallas, l'autre mafieux, l'information nous est donnée par James File, lequel raconte que Rosselli arriva à Dallas avec un avion de la CIA. En ce qui concerne la présence de Rosselli à Dallas, Files est allé jusqu'à indiquer le moyen par lequel le boss mafieux était arrivé en ville. Johnny Roselli, we was on the way to Fort Worth, and I asked him, he said, when did you get in? He said, I got in this morning. He said, I got in early this morning. He said, I hadn't been here a couple hours. And I said, how'd you get in? And he said he got lucky. He caught a ride on a plane that's sponsored by the Central Intelligence Agency, the CIA. E lo stesso pilota della... Et même le pilote de la CIA de ce vol, qui évidemment n'a jamais connu ni rencontré James Files, a confirmé la présence à Dallas aussi bien de Johnny Rosselli que de Chuck Nicoletti. La confirmation, dans ce cas, nous arrive directement du pilote de ce vol, Tosh Plumlee, qui confirme la présence de Nicoletti à Dallas. Our team flew out of West Palm Beach, a place called Lantana, and to Tampa, and then Rosselli and a couple other people got on board in Tampa. We flew to New Orleans, where 2 people got off, 3 other people got on. Rosselli stayed on board. We flew to Houston, and then the next morning we had some weather, and then we left for Dallas. Was Charles Nicoletti on the flight? Charles Nicoletti was not on that flight, but Charles Nicoletti was in Dallas. Quindi, Files racconta... Donc Files dit être allé à Dallas avec Rosselli et Nicoletti. Chauncey Holt, qui évidemment ne connaît pas Files, confirme la présence de Nicoletti à Dallas. Et Tosh Plumlee, le pilote, qui ne connaît ni Files ni Holt, confirme la présence à Dallas aussi bien de Rosselli que de Nicoletti. Vous comprendrez qu'il devient un peu difficile de démentir tous ces témoignages croisés. Et puis il y a un autre témoignage, celui de Madeleine Brown. Madeleine Brown était l'amante texane de Johnson. Elle a raconté que le soir précédant l'homicide à Dallas, il y a eu une réunion importante dans la maison du pétrolier Murchison, ami et protecteur de Lyndon Johnson, le vice-président. Rendez-vous compte un peu. La veille au soir, il y avait à Dallas 3 futurs présidents américains. Lyndon Johnson, Richard Nixon et George Bush. Et pour parfaire le tableau, ce soir-là, un personnage exceptionnel qui arrivait directement de Washington, le chef du FBI en personne, J. Edgar Hoover. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Tous à Dallas la veille au soir, à parler de football évidemment, pendant que l'assassin solitaire Oswald se prépare tout seul à tuer le président le lendemain. Écoutons le témoignage de Madeleine Brown. Il y a ensuite le témoignage de Madeleine Brown, l'amante texane de Johnson, qui eut un fils de lui, resté secret jusqu'à très récemment. Madame Brown était présente à la mystérieuse fête qui s'est tenue à Dallas, dans la villa du célèbre pétrolier Murchison, le soir avant l'assassinat. Ce soir-là, à Dallas, étaient présents, curieusement, tous les principaux ennemis des frères Kennedy. Il y avait Richard Nixon, qui avait tout récemment perdu les élections face à John Kennedy, et qui devait au plus vite se remettre en selle pour la Maison-Blanche. On découvrit par la suite que Jack Ruby, l'assassin qui fit taire Oswald, travaillait pour Nixon depuis 1947. Il y avait Lyndon Johnson, l'ambitieux vice-président imposé à Kennedy par J. Edgar Hoover, le chef du FBI, et qui était traité par eux, les Kennedy, comme une serveuse. Mais Johnson, à son tour, ne faisait pas mystère de son mépris pour les Kennedy, qu'il avait plusieurs fois qualifié de « rebut de la mafia irlandaise ». Et enfin, il y avait George Bush, futur directeur de la CIA et futur président des États-Unis, qui avait informé le FBI de sa présence en ville par une lettre personnelle. Et ce soir-là arriva à Dallas, par un vol privé depuis Washington, rien moins que J. Edgar Hoover, que les frères Kennedy surnommaient avec moquerie Bulldog. A man called Jewel Pfeiffer, black man, which was Virginia Murchison's chauffeur. He got a call from the big house. They were having a big party for a very special guest that was coming from Washington to go to the party.
by the name of Bulldog, which I found out later was J. Edgar Hoover. Du fait de ses affrontements continuels avec Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, Hoover savait parfaitement qu'il ne serait pas confirmé à la tête du FBI après la probable réélection de Kennedy l'année suivante. Quand Hoover arriva à la villa de Murchison, ses personnages parlèrent pendant environ 1 heure, après quoi Hoover repartit en urgence pour Washington. À la fin de la réunion, Johnson s'approcha de Madeleine Brown, tout d'un coup serein et détendu. He whispered in my ear at that time, "Those blank Kennedys will never embarrass me again. That's no threat, that's a promise." Par la suite, Madeleine Brown clarifia la phrase de Johnson. He grabbed me by the arm and he had this deep voice, and he said, "After tomorrow, those SOBs will never embarrass me again. That's no threat, that's a promise." Quindi, da una parte abbiamo... Donc, d'un côté, nous avons les témoignages croisés qui confirment la présence à Dallas des tueurs de Chicago, Nicoletti et Rosselli. De l'autre, nous avons cette merveilleuse réunion à la Villa Murchison, à laquelle participe directement le chef du FBI Hoover, la veille au soir, et à la fin de laquelle Johnson confesse à son amante que, à partir de demain, ces 2 fils de pute, c'est-à-dire les frères Kennedy, ne seront plus un problème pour moi. Et il manque encore le témoignage le plus important, celui de James Files. Comme je l'ai dit auparavant, l'affaire est très compliquée, et la manière dont James Files fut découvert l'est encore plus. L'histoire est entièrement racontée dans le film L'homme qui tua Kennedy. Ici, je vous dis simplement une chose. À l'époque, Files avait 21 ans, mais était déjà un excellent tireur, pas comme Oswald, qui a réussi à manquer une limousine sous ses fenêtres. Files, au contraire, savait très bien tirer. Il connaissait toutes les armes, et il avait même été instructeur pour la CIA et avait formé les exilés cubains qui tentèrent l'invasion de la baie des Cochons. C'est pour cette raison que Nicoletti avait fait appel à lui. Et ce même Files nous explique pourquoi il prit la décision de se poster derrière la clôture sur la fameuse petite colline herbeuse. I'm not the one that chose Dealey Plaza, but I was told to look over the area, learn dead-end streets, railroad crossings, time for train crossings. They already knew the regular motorcade route that he would be taking. Le matin même, Nicoletti demanda à Files de lui servir de tireur de réserve. Mr. Nicoletti asked me, said, if you back me up, Jimmy, he says, "Oh, where do you think it'd be the best spot for you?" I said, "Well, the spot I like best is up on the grassy knoll behind that stockade fence." He says, "Why there?" I said, "I got the railroad yard for cover." I said, "If I can turn my jacket inside out, it looks like railroad workers. Somebody out there wearing a flannel shirt, nobody's going to pay no attention to me." Accompagné par Rosselli, Nicoletti aurait tiré depuis le Daltex Building, l'immeuble à côté du fameux Book Depository, et d'où on peut tirer avec une trajectoire très similaire à celle de la fameuse fenêtre du 6e étage. La mission de Files était d'intervenir au dernier moment, seulement si Nicoletti ne réussissait pas à toucher le président à la tête. Chuck said, "You know, we're going for a headshot now." I said, "This I understand. I realize this." He said, "You're not going to fire unless it becomes a necessity." He says, "If I miss," he said, "then it's going to be up to you." He said, "But you don't fire," he said, "unless I miss." E poi c'è il racconto. Et puis, il y a le récit, décidément glaçant, de ce que Files a vu dans le viseur de son fusil pendant qu'il attendait le bon moment pour tirer sur Kennedy. And at that point, when they started proceeding down Elm Street, shots started being fired from behind, and I assumed that it was Mr. Nicoletti because he was the one that was in the building, and I knew that Johnny Roselli was there. And I remember the shots ringing out, and even though the president was being hit with the rounds, I was considering a miss because I knew that we were going for a headshot on the president. And I had known he had been hit in the body, but I didn't know what part at that time. And I seen the body lurch, and I saw the body lurch again. I heard another shot that missed, and we were supposed to hit no one but Mr. Kennedy. And I guess Governor Connolly got hit with one of the rounds at that point, and I wasn't even sure of that because I was keeping Kennedy as best I could in the scope on the fireball. And when I got to the point where I thought it would be the last field of fire, I had zeroed in to the left side of the head there that I had, because if I waited any longer, then Jacqueline Kennedy would have been in the line of fire. And I had been instructed for nothing to happen to her. And at that moment, I figured this is my last chance for a shot, and he still had not been hit in the head.
So as I fired that round, Mr. Nicoletti and I had fired approximately at the same time as the hit started forward, then it went backward. I would have to say that his shell struck approximately 1,000th of a second ahead of mine, maybe. That's what started pushing the head forward, which caused me to miss from the left eye, and I came in on the left side of the temple. Hai capito, Polidoro? Tu as compris, Polidoro, pourquoi la tête part d'abord vers l'avant puis en arrière? C'est dû au fait que Nicoletti et Files ont tiré presque en même temps, un par derrière et un par l'avant. Il ne s'agit pas d'un effet melon, oignon ou artichaut. Et le fait que Nicoletti ait tiré depuis le Daltex Building, l'immeuble à côté du Book Depository, nous donne finalement une explication rationnelle du premier projectile qui a manqué sa cible. Car si vous tirez du 6e étage du Book Depository, il doit y avoir cette déviation ridicule sur la branche pour aller frapper le trottoir près de James Steig. Si au lieu de cela, vous tirez depuis un étage bas du Daltex Building, vous êtes dans la direction de James Steig. Si vous manquez la tête de Kennedy de seulement 1 mm, votre coup va frapper le trottoir près de James Steig, vers le passage souterrain. Et ça explique aussi pourquoi ce projectile n'était pas chemisé. Il était parti du fusil de Nicoletti qui était différent du Carcano d'Oswald. Vous voyez comment tout ça semble quand on rajoute les éléments manquants du puzzle? Mais il faut connaître les éléments du puzzle avant de parler. Sinon, on a l'air d'un chocolatier. Barbero l'a fait, Stefano Olla l'a fait, et tous ceux qui nous disent aujourd'hui, et qui malheureusement continueront de nous dire, que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Nous, la vérité, nous la savons. Pour ceux qui veulent la connaître, elle est accessible à tous.